Je te propose de nous rejoindre ici. Je vais te présenter avant que tu interviennes. Donc, tu es doctorante en philosophie féministe et tu es aussi militante féministe, écoféministe. Donc, ton projet de thèse s'intitule « Un écoféminisme autochtone, représentation, discours et cosmologie animaliste ». Et donc, tu y étudies l'assujettissement du vivant au nom d'une même domination, celle du patriarcat capitaliste et colonial. Ouais. Ok. Et tu es aussi fondatrice du collectif Voix des Terres, donc, que tu as créé en 2019 et qui oui. Un an avant, en 2018, ok. Et donc, ce collectif qui promeut une vision intersectionnelle de l'écoféminisme. Et tu es aussi, du coup, ton intervention s'intitule Écoféminisme décoloniaux et antispécisme, quel terme pour un dialogue fécond? Donc, on t'écoute. C'est bon, ça. Ouais. Ok. J'étais pas stressée avant maintenant, en fait. C'est pas grave. Je vais peut-être commencer par dire que j'ai pas l'habitude de lire mes interventions. Là, on a 20-30 minutes. Enfin bref, je vais essayer de m'en tenir au temps. Du coup, je vais lire, malheureusement. Donc, ça sera pas aussi agréable que si je vous parlais comme ça, comme si j'étais en conversation, bien qu'en général, je fasse plutôt ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, peut-être je vais parler d'un point de vue, comment dire? On dit point de vue situé dans le milieu féministe, mais je pense que ça existe ailleurs aussi. Enfin, plutôt, en fait, pour moi, le but de ce colloque, c'est de parler de spécisme, d'antispécisme, mais justement de ne pas forcément s'enfermer dans un jargon. Et donc, je vais plutôt essayer de parler à partir de mon vécu, avec un registre qui sera peut-être narratif, émotionnel, tous ces trucs-là qui ne sont pas assez convoqués à mon goût, mais que je ne rejette pas du tout hors de la philosophie, en fait. Mais ça, c'est un autre débat, je pense. Donc, je vais commencer par dire que je suis personnellement, en tout cas, engagée dans des luttes antispécistes depuis assez longtemps. J'ai été végane conjointement au fait d'être féministe. En vérité, d'abord végane puis féministe, mais quand même. Et en fait, c'est l'éthique animale classique qui m'a introduite à l'écoféminisme. Donc, en fait, tous ces trucs-là, pour moi, de fait, ils sont liés. J'ai pas eu un moment donné où... comment dire? J'ai toujours du mal, en fait, à convaincre les gens qu'il y a des similarités ou des croisements entre les luttes antispécistes véganes et les luttes féministes. Parce que pour moi, en fait, les premiers textes que j'ai connus, presque les plus puissants, ils étaient déjà, en fait, ils appartenaient déjà à ce courant. Donc, c'est assez difficile pour moi de voir les réelles différences, mais je vais essayer de le faire quand même. J'ai été faire mon doctorat au Canada parce que je m'implique pas mal à Montréal, et c'est en partie parce que je trouvais les renouvellements sur l'éthique animale insuffisantes ici et encore non questionnées dans beaucoup de biais et de présupposés, et je trouve que la table ronde de ce matin l'a particulièrement bien illustré. Mon écoféminisme se lie donc d'emblée les relations entre humains et animaux. Dans cette présentation, je ne vais pas essayer de vous prouver donc, que les écoféminismes devraient se préoccuper des liens multi-espèces. Je ne vais pas vous montrer en fait, que les écoféminismes devraient être animalistes, parce qu'en fait, pour moi, ils le sont de fait, ce dont je parle. Mais plutôt explorer les liens qui existent et les frictions qui existent aussi à cet endroit. Donc l'originalité de ma position se trouve dans le fait que j'ai été très tôt engagée dans des luttes animalistes, antispécistes, véganes, et je reviendrai peut-être plus tard sur les différences entre ces termes et mon insatisfaction de chacun. Mais bon, ça fait partie, je crois, du travail philosophique de tirer des termes, les travailler, les jeter, les reprendre. Enfin, voilà, je fais beaucoup de recyclage. Tout en étant, antispéciste végane, tout en étant une femme issue de l'immigration maghrébine. En tant qu'arabe, donc végane, j'avais beaucoup de mal à la fois à me retrouver dans les sphères antispécistes qui étaient très blanches et penser le véganisme dans un rapport désincarné, voire absent des relations aux animaux, et dans les sphères décoloniales ou antiracistes que je fréquentais, je voyais qu'il y avait très peu d'intérêt en fait pour les luttes pour les animaux et pour les luttes écologistes. Mais depuis ce moment-là, donc beaucoup de choses ont changé, notamment ma rencontre avec les écoféminismes et la popularisation croissante de l'écologie décoloniale, entre autres, qui ont secoué les milieux militants en créant du lien entre des sphères jusqu'alors très cloisonnées en France. Donc aujourd'hui, je pense qu'on parle à partir d'un nouveau langage qui doit prendre en compte en fait ces réalités-là. Donc je vais commencer par une définition du spécisme, de l'antispécisme. Après la table ronde ce matin, c'est un peu abusé de faire ça, donc je vais vraiment aller très vite parce qu'il y a plein de choses qui ont déjà été dites, donc ça prendrait beaucoup de temps. Donc ça sera un peu ma première partie. Puis après, je montrerai le tournant décolonial qui l'a transformé, et puis je finirai sur des éléments ou des pistes de développement pour ce que j'appelle de mes voeux un écoféminisme multi-espèces. Alors, dans sa version la plus mainstream, l'antispécisme est la lutte contre, enfin, plus connue en tout cas, contre l'oppression d'espèces. Tu veux que je rapproche ou ça? C'est-à-dire l'idée selon laquelle les êtres humains sont par nature supérieurs aux autres espèces. Le spécisme légitimerait l'oppression des animaux, l'utilisation de leur corps pour le divertissement, l'expérimentation,
Et surtout, il légitime le cadre carniste de la société, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il est nécessaire de consommer des animaux. Il est issu d'un courant de pensée qui cherche à nommer la spécificité de nos liens aux animaux dans un contexte de crise, bien que ce terme soit relativisé. Enfin, je crois en tout cas que si le spécisme émerge dans un contexte justement d'apparition de l'industrialisation massive de la mort animale, en fait, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on expérimente une nouvelle réalité en fait globale de nos relations oppressives en fait avec les animaux non humains autour de nous. Et en effet, donc à l'heure de l'industrialisation massive, la mort d'animaux, d'une consommation carnée inégalée dans l'histoire, il fallait quelque chose, un mot, un terme, pour arriver à saisir cette nouvelle réalité sans précédent qui s'ignorait. Pourtant, il me semble déjà important de relever un paradoxe. J'ai gentiment appelé ça un paradoxe, je pense que c'est plus que ça. Le spécisme est depuis le début dans la formulation de sa définition, et j'avais écrit ça avant la table ronde de ce matin, donc c'est valable, quand je dis avant, c'était temporellement dans cette journée, mais avant aussi. Enfin, depuis le début dans sa formulation de sa définition, mise en parallèle avec le racisme et le sexisme, et tu l'as même redit tout à l'heure. On dit le spécisme et l'oppression des animaux de la même manière que d'autres oppressions ont lieu sur certaines minorités. Ce qui est paradoxal, pour le moins, c'est que dans les sphères antispécistes mainstream, la manière dont la lutte est promue fait en fait très peu de place aux minorités en tout genre, et on appelait à chaque fois au racisme comme un exemple, comme une analogie, sans même s'intéresser aux luttes antiracistes, et promouvoir cela à partir d'un point de vue blanc, me met pour le moins mal à l'aise. Le focus reste en fait les animaux, mais les personnes qui le pensent, le disent, le conceptualisent restent principalement des personnes blanches, cisgenres, hétérosexuelles, blablabla, dans des sphères intellectuelles issues de la philosophie en principal. Et ça me paraît très important de questionner le rôle de la philosophie là-dedans aussi. Étant de formation philosophique, by the way. Cela pose un problème de fond pour moi très sérieux, parce que si on parle de proximité d'oppression, pour moi c'est ça en fait dont on parle dans cette table ronde-là, comme si on était complice en fait politiquement à un endroit. Si on parle de proximité d'oppression et de multiminorisation, ça devrait être les minorités qui devraient porter la voix antispéciste la plus forte. Or, nous sommes dans un colloque où continuer à statuer de la vérité biologique de l'espèce nous paraît a priori normal, et de mettre en rapport ou exprimer en tout cas le mot noir et le mot singe, j'ai du mal à le dire en fait, a été relevé à plusieurs reprises. Pardon, mais je trouve ça quand même extrêmement aberrant, et j'aimerais beaucoup qu'il y ait d'autres personnes de cette pièce qui le remarquent également et qui devraient en fait s'élever quand ce genre de choses arrive en fait. Même si c'est à titre d'exemple, même si c'est à titre d'argument pour prouver un point en fait. Je pense qu'on a beaucoup d'autres manières de prouver des points et qu'on n'est pas obligé d'employer ce vocabulaire en fait, surtout dans une assemblée où il y a 0 personne noire. Je vais continuer. Mais c'est bien, je pense que l'émotion que je ressens ici et que d'autres personnes ressentent, elle est tout à fait valable en fait dans un contexte où on est dans un colloque sur le spécisme, l'antispécisme en fait. Et le moment où ça a été dit, plein de gens en tout cas ont été dans une forme de malaise, et ce malaise-là en fait, soit on l'ignore, soit on le prend et on le travaille en fait. Et j'aimerais bien qu'on fasse ça. Et que ce soit moi qui doive le faire, par contre, c'est tout bénéf pour vous, donc vous devriez me remercier, mais ça sera après. Du coup, l'écoféminisme vegan, pour moi, est arrivé comme une réponse à tout ça, en montrant que la manière rationaliste, abstraite, éthique de considérer les animaux était insuffisante. En gros, c'est ce que j'avais appris pendant mes 5 années de philo, enfin non, pas 5 années, pendant mes 2 années, parce qu'on étudie ça que en master, quand je m'étais spécialisée. Ce que les écoféministes, ou ce que l'écoféminisme vegan a apporté pour moi, c'est une dimension de care, une dimension affective qui donnait à voir nos rapports aux animaux non humains. Là, c'était non pas le groupe des animaux en soi qui était mis à l'honneur, comme un objet analytique, mais notre capacité à créer des relations avec des animaux non humains, à favoriser le caractère interconnecté du vivant, en comprenant le monde à partir d'une perspective minoritaire, dévaluée car féminine. C'est dans les années 80 que ce courant est né, à l'intersection de plein de mouvements. Je ne vais vraiment pas faire une histoire de l'écoféminisme parce que ce serait hyper long, mais en tout cas, cet écoféminisme vegan, peut-être mouvement féministe pour la paix, ou pacifiste, antimilitariste. Je crois qu'aussi les primatologues des années 90, femmes... Jane Goodall, Diane Fossey et Birute Kaldikas ont joué un grand rôle là-dedans, dans le fait d'apporter en tout cas une autre manière de penser les animaux. Donc voilà, c'est un peu un globi-boulga, on pourra peut-être en reparler en discussion, mais je crois qu'en fait, tous ces chemins-là ont mené en fait à une théorie féministe, écoféministe végane, comme on peut la trouver chez Carol Adams. Elles ont amené quelque chose sur comment on fabrique du savoir avec les animaux et non pas sur, contre une étude en laboratoire et pour une compréhension plus incarnée et plus vivante des animaux. Évidemment, elles n'étaient pas les seules. Il y a plein de courants de l'éthologie qui étaient déjà nés à ce moment-là, qui promouvaient une autre manière de faire de la connaissance avec et non pas sur. Donc voilà, pardon. Donc alors que les pays du Sud ont systématiquement été associés aux sauvages, plusieurs penseurs et penseuses décoloniales ont questionné l'idée d'une éthique animale qui se faisait sur un modèle antispéciste colonial. Pour prendre des exemples concrets,
Le véganisme, par exemple, donc une manière de rendre l'antispécisme plus concret et quotidien, est souvent associée à de la consommation de produits qui sont en fait issus de l'importation coloniale, comme les bananes, le café, les avocats, les superaliments, etc. Comme le véganisme dans sa version mainstream a été popularisé dans les pays du Nord et a attiré une immense partie de blancs et de blanches, cela a créé des pratiques coloniales qui ne remettaient pas en question à la fois cette consommation, mais aussi l'appropriation culturelle. Je vais revenir peut-être juste après sur l'appropriation culturelle, mais vraiment à titre anecdotique. Le fait de brandir le racisme, en tout cas au profit du spécisme, voire d'instrumentaliser son existence simplement pour bâtir une meilleure définition du spécisme, est difficilement justifiable. De plus, des campagnes de publicité comme PETA, ça c'est un exemple assez connu, mais c'est quand même bien de le redire, ont fait polémique en mettant en scène des femmes racisées dans des cages afin de dénoncer l'industrie du divertissement à l'égard des félins, entre autres. Aussi, il n'est pas rare de voir des blancs ou des blanches parler d'esclavage, de proximité des oppressions, uniquement pour mieux servir l'antispécisme, sans s'engager du tout dans aucune lutte antiraciste d'aucune forme. En termes plus concrets, on voit, pour l'appropriation culturelle, on voit ainsi plusieurs événements militants que j'ai pu fréquenter, où l'on sert systématiquement du mafé, des dalles, emplis de personnes blanches qui ne connaissent rien en fait de ces plats pourtant emblématiques de culture opprimée. Par ailleurs, souvent le véganisme est promu comme un simple choix de consommation aux accents moralistes qui empruntent à une éthique de la vertu. Peut-être je ne vais pas rentrer dans les différents types d'éthiques, on en a un peu parlé ce matin, mais je ne crois pas que ce soit pertinent là. En dépolitisant complètement les rapports sociaux qui entourent, par exemple, la production de végétaux. Ça a produit des pensées qui associent aussi toute pratique de chasse à des pratiques par essence spécistes, et ça a posé aussi, ou assis en tout cas, une posture de donneur de leçons, et l'histoire coloniale nous apprend que ce n'est jamais bon. Cette pratique-là a par exemple amené à condamner sous le même paradigme des hommes français qui prennent l'avion pour le Sénégal afin d'aller chasser, j'ai personnellement rencontré, je sais qu'ils existent, en tant que divertissement, et les communautés autochtones qui chassent l'orignal pour se nourrir au Canada par exemple. Par ailleurs, l'éthique animale ayant donné naissance au mouvement antispécistes, véganes, etc., ces derniers étaient dits, pensés et discutés au sein d'une minorité de philosophes blancs sur les bancs de l'université, en mobilisant un arsenal épistémologique qui oscille entre plusieurs types d'éthique. Personnellement, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on est dans les mêmes débats et en fait, pas grand-chose ne change. Pour certains et certaines, en tout cas, ça ne correspondait en rien aux réalités des relations multi-espèces de leur communauté et de leur pays, pourtant infiniment plus riches de relations humaines-animales que les pays occidentaux, pour qui l'essentiel de leurs relations aux animaux se faisait sur le mode de la domestication et de la consommation industrielle. En revanche, dans ces mêmes espaces, on entend racisme, ségrégation, sans les personnes qui pensent l'antispécisme dans ces espaces. C'est ça, en fait, qui me pose problème, si vous voulez. Ça ne me dérange pas qu'on parle de black véganisme, ça ne me dérange pas qu'on parle de tout ça, mais qu'il n'y ait pas plus, en fait, de référencement ou d'invitation, de démarche, en fait, vers le travail de ces personnes, c'est là, en fait, que j'ai un réel problème, et de décentrement. Et c'est ce que, en fait, le tournant décolonial antispéciste dit aussi, enfin, il le dit pas, il vient pas dans des colloques comme ça pour le dire, mais c'est ce qu'ils disent. Et il y a plein d'articles, ou plein de textes, en tout cas, qui sont écrits là-dessus, que je vous invite vivement à lire, mais j'ai pas fait de PowerPoint. Mais peut-être j'enverrai un mail où il y aura un truc. Enfin voilà, j'ai bien envie de donner des références là-dessus, parce que c'est bien beau de dire des trucs, mais il faut les références derrière. Donc la spécificité de l'écoféminisme décolonial à l'égard de la question animale est le suivant. L'antispécisme et le véganisme doivent être compris comme des luttes sociales qui n'incluent pas les personnes racisées, c'est pas ça le débat en fait, mais qui replacent la lutte antispéciste au sein du projet décolonial. C'est-à-dire qui mentionne systématiquement le spécisme comme un élément de colonialité en fait. En tout cas, c'est là que j'en suis aujourd'hui. Et si on ne fait pas ce travail, en fait, pour moi, c'est la raison pour laquelle il n'y aura jamais ou peu de personnes racisées dans les mouvements antispécistes. Et tant qu'on trouvera ça normal de parler de personnes noires et de singes dans une table ronde, c'est absolument normal qu'il n'y ait aucune personne noire dans la salle, et je suis très heureuse pour elle, en fait. C'est-à-dire comprendre, comme le disait Axel plus tôt, la catégorie animale comme une catégorie fluide d'animalisation, et ça n'enlève pas ou ça gomme pas le fait que les animaux sont en danger, parce que plein de fois on me dit ça, on me dit oui, mais si on commence à parler d'animalisation, on parle plus des animaux, on n'arrive plus... Non, c'est pas le cas, je pense pas du tout. Je pense que élargir un spectre, ou montrer du moins la fluidité d'un terme, n'enlève pas la radicalité, ou n'enlève pas la gravité ou l'urgence de la situation à l'égard des animaux. Je pense pas du tout ça. Je pense qu'au contraire, même ça crée plus d'alliés politiques, en fait. Et celle d'humain comme une catégorie fluide d'humanisation dont certains ou certaines ont pu bénéficier d'un privilège et continuent de l'exercer. Pour le dire autrement, des minorités ont subi un processus de naturalisation historique, et c'est à l'intérieur de cette naturalisation que le spécisme existe. Je citerai donc des penseuses comme Af et Silko, qu'on a déjà eu plus tôt, avec l'afro-véganisme. En France, il y a une personne qui s'appelle l'afro-écologiste, qui a un podcast et qui fait une thèse, qui développe une thèse sur... le véganisme et les approches antispécistes à partir d'un point de vue afro-caribéen. Julia Félix, c'est une personne qui a fait un recueil
qui est absolument incroyable et qui s'appelle Veganism of Color. Et c'est en anglais, malheureusement. J'espère pouvoir le traduire un jour dans ma vie, ce serait super, c'est ce genre de projet qui pouvait émerger. Donc voilà, c'est des trucs qui ont déjà été travaillés, en fait. Ce que je vous dis, c'est que là, j'invente rien du tout, en fait. Donc Julia Felice avec son recueil dont j'entends parler absolument nulle part d'ailleurs, Margaret Robinson et Billy Ray Belcourt qui sont des personnes qui militent pour un véganisme autochtone. En fait, ce que toutes ces personnes ajoutent, c'est qu'elles ont été animalisées et que donc penser avoir une perspective antispéciste à partir d'un point de vue de personnes racisées inclut forcément ça en fait. C'est pas possible. En fait, vous pouvez pas nous demander de penser le spécisme que à partir d'une équation, enfin comme si en fait on pouvait se défaire d'autres parties de notre identité, en fait. On pense forcément à partir de cette identité qui est fluctuante, qui est mouvante, qui traverse plein de périodes, mais il faut prendre en compte, en fait, cette dimension complexe et plurielle de nos identités pour penser l'antispécisme, en fait. Sinon, ce sera forcément très particulier et très niché et qui n'aura aucun rapport avec la réalité au quotidien, surtout si on en parle en termes d'oppression, en fait. Et moi, je parle du spécisme en termes d'oppression. C'est peut-être là qu'on n'est pas d'accord avec d'autres personnes, hein, mais pour moi, si on en parle en termes d'oppression, bah, il faut, au-delà de juste dire que c'est comme le racisme, réellement aller au fond du truc et voir en quoi, qu'est-ce que ça mobilise, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça révèle, et où notre discours il est ancré en fait là-dedans, où est-ce qu'on se situe là-dedans, quoi. Ainsi, donc l'antispécisme cesse d'être une lutte pour ou sauver les animaux ou les protéger, mais davantage un endroit où créer de la complicité entre des groupes opprimés face à celles qui ont le mieux bénéficié de la catégorie d'humanité. Enfin, les débats en philosophie entre les différents types d'éthique, donc extensionnisme, utilitarisme, blablabla, sont à mon sens des réflexions qui continuent de mobiliser une approche extrêmement désincarnée et en rupture avec une épistémologie féministe décoloniale ou autochtone, etc., basée sur les narrations, l'émotion, les histoires. Et en fait, tout ça, enfin, je suis désolée, je redis un peu souvent la même chose, mais si ça vous intéresse vraiment, il faut lire le livre de Julia Felice, Veganism of Color, parce que désolée, c'était joli, parce que c'est un livre qui est une anthologie, et si vous voulez, il y a plein de personnes dans le livre en fait et qui parlent à partir d'une perspective. Donc, il y a une personne indienne qui va parler du système de caste et de la consommation d'animaux. Il y en a une autre qui va parler à partir. En fait, il y a tous ces récits-là qui sont très constellaires et très éclatés, mais qui en même temps se lient très fort dans cette perspective décoloniale. Et c'est là en fait que ça raconte des histoires. En fait, quand vous lisez les livres, c'est que des histoires. Après, moi, je me lis plus aux histoires qu'à des théories très bien élaborées, quoi. Je pense qu'on est... Et avec les animaux, il nous faut des histoires aussi. Je pense vraiment ça. On manque de narration ou d'histoire, je sais pas, d'amour, d'amitié, je ne sais quoi, ou de résistance, en fait, avec les animaux. Et c'est à cet endroit, je pense, qu'on peut intensifier notre complicité politique, en fait. Parce que tant que ça restera une représentation ou une idée, ça me paraît pas viable. Pour résumer, il y a eu donc deux apports des écoféminismes. Premièrement, les écoféminismes que j'appelle occidentaux, pareil, ça a discuté ce mot-là, hein, mais en gros, tous les mouvements antinucléaires, pacifistes, antimilitaristes des années 80. Et donc les primatologues, je les mets dedans aussi, là, les trois dont j'ai parlé, bien qu'elles ne se diraient pas du tout écoféministes, mais bref. En tout cas, leur existence, pour moi, a nourri un écoféminisme vegan. Ils ont apporté une dimension de care dans le rapport aux animaux en montrant que l'antispécisme ne pouvait pas se baser sur une simple approche catégorielle ou objective ou scientifique pour penser le vivant, par essence fait de relations, d'affects et d'émotions. En d'autres termes, l'écoféminisme vegan, donc selon Carol Adams, a apporté du point de vue situé dans la lutte antispéciste. En fait, on se disait à partir de quel endroit on parle, quoi. Et quand on parle à partir d'un endroit féminin ou femme, ça n'a pas du tout le même impact. Deuxième couche, après j'aurais quasiment fini, l'apport des écoféministes décoloniales est quant à lui de transformer la catégorie les animaux. Pour elles, en fait, ce n'est pas tellement qu'il faut engager des liens de care ou ne pas avoir peur de l'émotion pour engager des savoirs scientifiques sur et avec eux, mais plutôt comprendre que la catégorie animaux a été une accusation perpétrée à l'endroit des minorités de genre, de classe, de race, de handicap depuis des siècles. Et c'est à partir de là qu'un autre langage est nécessaire. Et c'est pour ça que dans ma pratique, il y a une hésitation qui revient régulièrement sur l'emploi de ces mots, en fait, entre antispécisme, qui ne me satisfait pas complètement, véganisme, qui est pour moi une pratique un peu de consommation, c'est difficile, enfin, pour moi, ça ne signifie pas ça, mais je vois bien l'acception, en fait, qu'il y en a en général. Et pour parler, en tout cas, à des personnes qui sont dans d'autres luttes, j'ai besoin de modifier mon langage. Je ne peux pas juste arriver avec un bagage épistémologique que je vais juste coller, en fait, sur mes relations aux gens. Et cette volonté de se transformer, de se laisser transformer, je pense que vraiment les têtes pensantes de l'antispécisme en France ont besoin de faire ça aujourd'hui. De juste se laisser transformer, et quitte à lâcher ces termes, en fait, à des moments. Je crois que c'était dans ton livre qui nous disait on ne trouvait pas le terme spéciste. Bah, tu vois, je trouve ça hyper intéressant, en fait, d'écrire des articles, des livres ou quoi, qui jouent, en fait, avec les mots, ou qui prennent les mots et qui leur... Et
Par exemple, il y a des situations, en tout cas, je peux dire dans plein de pays, au Brésil pour les luttes contre l'agro-business, en Afrique de l'Ouest pour tout ce qui est de la souveraineté alimentaire, moi où je suis, les luttes autochtones, en fait, elles pourraient complètement s'apparenter à de l'antispécisme et à du véganisme, en fait. Totalement. Mais c'est juste que les termes de la lutte, la formulation et surtout l'appropriation en fait, qu'il y a eu derrière ce terme-là est extrêmement difficile à accepter et à échanger. Donc ma question, c'est juste, est-ce qu'on peut jouer avec les termes? Je dis pas qu'il faut les supprimer ou les jeter à la poubelle, mais je pense qu'il faut quand même tuer le père. Toujours. Et il faut tuer les pères de l'antispécisme. Et il faut tuer Peter Singer. Je ne sais pas quand je dis ça. J'ai quasiment fini. Parce que ces mots, justement, sont tellement ancrés dans une culture blanche et ont constitué une espèce de niche moraliste dans les pays du Nord qu'il est difficile, en fait, pour moi, de décoloniser ce terme aujourd'hui. Bien que je lâche pas cette entreprise, hein, je dis pas qu'il faut... Mais voilà, j'ai quand même envie de mentionner que c'est pas évident. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les deux sont liés, les écoféministes décoloniaux, dans leur dénonciation du projet de civilisation moderne, et l'antispécisme. Et de conclure sur... Ah, là, c'est long, ma conclusion. Les écoféministes, dans leur dimension décoloniale, critiquent de front la modernité qui s'appuie sur l'esclavage et l'oppression systémique des minorités. Ces écoféminismes donc, comprennent les animaux dans un tissu relationnel. Et bien qu'aujourd'hui plusieurs approches davantage vivantes existent en philosophie, il existe une hégémonie blanche dans ce milieu qui est très peu questionnée. Les écoféministes décoloniaux affirment que l'antispécisme n'est pas un argument, ce n'est pas une croyance, c'est pas un débat d'idées, enfin ça peut l'être à un endroit, mais c'est pas de ça dont il est question dans leur lutte en fait, et dans laquelle je m'inscris aussi. Mais qu'il faut au contraire penser l'antispécisme, enfin plutôt qu'au contraire, penser l'antispécisme à l'aune de lutte de territoire pour la subsistance, à partir de la paysannerie, de l'autonomie et de la souveraineté alimentaire, qui ont été reliées et spoilées dans le cadre de la colonisation. J'en ai parlé précédemment, les luttes brésiliennes ou les luttes d'Afrique de l'Ouest à ce sujet sont inspirantes en ce qu'elles se dégagent d'un antispécisme qui se cantonnerait uniquement à une lutte pour les animaux ou pour les droits des animaux, et elles s'insèrent dans dans un modèle de contestation plus général. D'ailleurs, il faut que je retrouve le nom de cette militante, mais peut-être ça me viendra. La militante brésilienne que j'ai en tête, qui est en lutte avec le mouvement des Sans-Terre et les mouvements paysans sur place contre l'agro-business et contre Monsanto, etc. Elle utilise ce terme en fait, véganisme, mais il l'appelle véganisme populaire. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, voilà, il y a un nouveau terme qui vient, véganisme populaire, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'avais parlé de véganisme éclairé dans mon mémoire que j'avais fait sur féminisme et véganisme. Aujourd'hui, je suis plus du tout satisfaite de ça. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une époque de mutation des termes et qu'il ne faut pas hésiter à les mobiliser, les lâcher, jouer avec, parce qu'il y a plein de choses qui émergent à cet endroit-là. Donc voilà, j'avais juste envie de parler de véganisme populaire et de montrer qu'il y avait aussi d'autres manières, en fait, de faire du véganisme que ce qu'on a à l'idée ici. Mais cet apport est donc aujourd'hui complexifié par une approche plus intersectionnelle de l'éthique animale, en ce qu'elle comprend les individus des marges, comme les personnes racisées ou les personnes handicapées, comme traversées du stigma de l'animalité. Et en fait, c'est à partir du fait d'être traversé du stigma de l'animalité qu'on va parler d'antispécisme. Là, l'éthique animale se transforme radicalement en une critique systémique qui ne peut faire l'économie de la justice sociale, en ce que les catégories animaux et humains sont socialement instables. En tout cas, à tout moment, certains et certaines étaient plus animaux que d'autres, et moins humains. Et ça, je peux vous le dire à l'échelle de ma vie, par exemple. C'est pas un truc qui est passé ou c'est pas... Énormément de personnes victimes de racisme peuvent vous relater ça, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait dans une lutte antispéciste? Où ça a sa place? C'est donc tout le paradigme humaniste dans sa dimension blanche qui est à remettre en cause, ainsi que la déconnexion de l'antispécisme d'enjeux davantage populaires et antiracistes. On est donc loin du reproche classique de pas de personnes racisées dans les espaces antispécistes, mais plutôt comprendre comment replacer ces luttes, à quels endroits il me semble important d'être en posture d'écoute, de lecture et de traduction, de reconnaître une forme d'échec social de l'antispécisme blanc, dont Lyon serait le lieu de naissance. Au lieu d'inventer de nouveaux termes, nous devrions plutôt nous pencher sur ce qui existe déjà, parce que je pense que, et ma connaissance de ça est extrêmement minuscule, hein, ce que j'ai réussi à avoir de ça, c'est très fragmenté, donc il y a plein de choses encore à savoir là-dessus. Et à cet endroit-là, donc il existe des travaux puissants et révolutionnaires, sociaux et politiques, qui sont loin d'une théorie abstraite. Et j'ai fini. Merci. On va pouvoir poser des questions. Si vous avez des questions, je vous en prie, levez la main. Et sinon, dans le chat, on peut regarder aussi si certaines questions sont apparues. Autrement, moi j'en ai une. C'est parti. Notamment le véganisme populaire que tu as évoqué. Est-ce que tu penses à certains mouvements en particulier, je ne sais pas moi, comme Food Not Bon ou d'autres, est-ce que c'était. Voilà, est-ce que tu peux développer davantage cet aspect? Le véganisme populaire, en tout cas, c'est très lié. Dans la première fois, pardon, parce que j'ai l'impression de tourner de. C'est pas très agréable, je suis désolée. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était
avec cette militante qui est anarchiste, important de le dire, et populaire dans le sens où, en fait, c'est comment dire, l'idée du véganisme, c'est plutôt de rendre la terre au peuple pour qu'elle puisse faire pousser ce dont elles ont besoin pour se nourrir. Donc, si tu veux, le truc populaire, c'est en fait le territoire. Donc, je dirais, tu vois, que des trucs comme Food Not Bombs ou de tous ces mouvements-là qui ont pour vocation, en fait, de faire naître des habitudes ou de nouvelles traditions, en tout cas végétales, dans des endroits qui ne peuvent pas les avoir, je la trouve hyper louable. Je trouve qu'elle est populaire dans un sens, mais comme il n'y a pas cette dimension de terre, enfin, tu vois, de récupérer la terre, je ne saurais pas trop si je mettrais ce terme dessus. Mais en tout cas, c'est sur le même spectre. Et ouais, peut-être juste pour clarifier pour les autres personnes, pourquoi populaire et pourquoi la dimension de classe, elle est intéressante, c'est parce que dans des espaces pauvres, en fait, souvent, il y a très peu accès déjà de la bonne nourriture. Et en fait, la viande la plus, les animaux morts les plus industrialisés et vraiment les sous-produits de la chair du capitalisme, c'est ce qu'on sert dans la moitié des kebabs des banlieues, en fait. Et du coup, je sais pas comment dire, le fait d'aller contre ça, en fait, c'est du coup un acte antiraciste d'une certaine manière, en fait. C'est aussi pour dire on vaut mieux que ça, en fait. On n'a pas à manger ça, cette merde, en fait. Et donc là, le véganisme, pour moi, il est de fait populaire parce qu'il lutte pour juste une meilleure, je ne vais pas dire prise en compte, mais valeur. Enfin, nos vies, en fait, ont plus de valeur que votre truc rôti qui tourne infiniment là et qui prend toutes les poussières du monde. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer là-dessus, mais en gros, le véganisme populaire, il est intéressant dans la mesure où il s'affranchit en fait des trucs de consommation ou même de préférence de consommation pour aller remettre en question les habitudes alimentaires toxiques, profondément dangereuses, qui sont dans les espaces les plus pauvres de la société. Et du coup, ça donne du pouvoir aux gens sur place. Ça permet du coup de créer des traditions alimentaires qui sont plus végétales. Mais c'est hyper dur. C'est hyper dur parce qu'arriver là-bas en disant en fait, vous nourrissez tous comme de la merde et moi, j'ai compris avec mon véganisme que je vais mieux vous nourrir, c'est hyper complexe. Mais il y a des choses qui sont faites. Et je trouve que les Food Not Bombs, les événements, même qu'il y a les événements quartiers, enfin tous ces trucs-là, moi je trouve que c'est des espaces à investir pour les luttes véganes, mais énormes, sans justement arriver dans un truc de on va vous apprendre la vie, mais juste de dire hey, en fait, c'est disponible. Et ça vient de là, ça vient juste à côté. Et d'expliquer et de raconter des histoires. Tu vois, de raconter des histoires à l'égard des aliments, parce qu'on n'a pas trop ces histoires-là, en fait, comme rien n'est tracé. Et du coup, et c'est pour ça, en fait, que ça marche aussi. Ben, tu vois, les fêtes religieuses, tous les trucs, ça marche, c'est communautaire d'une certaine manière, parce que ça raconte des histoires. Et je pense que c'est complètement... on peut complètement le lier, en fait, à du véganisme, si on continue à raconter des histoires. Enfin, tu vois, moi, j'ai eu mes premiers ramadans véganes. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a et pour plein de musulmans, ça paraîtrait complètement impossible parce que, voilà, en fait, on nous a complètement appris que la viande était dans notre culture et tout. Mais en fait, une fois que tu éjacules... Oh mon Dieu, j'ai éjaculé. Pardon, désolée. Personne ne rigole, ok, désolée. C'est hyper drôle. Une fois que tu évacues, pas que tu éjacules, oh mon Dieu, mais ça a été filmé ça en fait. Wow. Une fois que tu évacues ce truc-là de la viande, wow, c'est intense. Ça permet aux gens, dont plein de gens en fait, de retrouver les traditions végétales qu'elles ont dans leur religion et dans leur tradition. Et ça, c'est hyper fort en fait. Et il y a plein de gens en fait qui sont pas au courant de ça, je pense, de juste retrouver En fait, d'une certaine manière, il y a plein de traditions qui sont déjà véganes, mais qui, encore une fois, ne se le disent pas. Et du coup, de revaloriser ça et de dire, en fait, vous avez votre place dans la discussion, ça, c'est hyper important. Mais je crois que c'est en cours, comme tu... Enfin, je ne sais pas si c'était sous-entendu dans ton... Mais je pense que c'est en cours, en fait, en France. Je pense qu'il y a des mouvements qui vont dans ce sens-là de plus en plus. Mais ça prend du temps et c'est difficile. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas sur mon lapsus. C'est pas possible. Il me semble que ça va, Pravika est toujours pas arrivé. Ok. Sinon, moi, je voulais aussi rebondir. Ouais. Pardon, une question sûrement très naïve, mais du coup, sur ta thèse, je me souviens plus du titre exact, mais c'était écoféministe, décolonial autochtone, et tu as parlé de plein de zones différentes dans le monde. Toi, est-ce que dans ta thèse, tu te sens sur certaines zones et certains peuples exactement? Ouais, moi en fait, c'est complexe parce que c'est encore en cours de construction et d'arriver dans un pays et de dire bonjour, je vais faire de la recherche sur votre peuple, c'est pas. C'est pas. Pardon, je prends un peu de temps pour répondre parce que c'est une question délicate et je pense que ça mérite une réponse complexe. Est-ce que tu peux répéter la question pour Ouais, pardon. La question, c'était de préciser mon sujet de thèse et de savoir quel rapport avec le monde autochtone et décolonial et comment j'articulais tout ça. Ok.
Et du coup, je disais que moi, en fait, en arrivant là-bas, même il y a plusieurs années, j'avais lu des textes en fait sur le véganisme autochtone, ça m'avait complètement bouleversée et j'étais là, waouh, là pour le coup, on est dans un autre langage qui mobilise pas du tout ces trucs de morale. Enfin oui, est-ce que t'es moralement bon de manger des animaux ou pas, et beaucoup plus ancré sur des territoires et avec des histoires et beaucoup de spiritualité et de cosmologie. J'étais là, yes, enfin, c'est vers ça en fait que je veux tendre. Donc je suis allée là, dans cet objectif-là, d'en découvrir plus. Maintenant, le monde universitaire étant ce qu'il est, l'anthropologie coloniale étant ce qu'elle est, blablabla. Je ne fais pas d'anthropologie, by the way, mais je ne pouvais pas me défaire. Enfin, c'est pas possible de se dire, parce que je suis une militante écoféministe, ça ne va pas m'arriver. Enfin, c'est complètement illusoire. Donc, je suis encore en train de me dépêtrer avec ces questions-là. En revanche, le titre de ma thèse ne sera pas du tout ça. Il a déjà changé, même. Donc, ça va être différent. Mais plutôt, j'étudie, j'étudie, mais je milite aussi dedans, donc c'est très lié. L'engagement des femmes racisées et autochtones au sein des luttes animalistes, véganes, et comment elles le pensent. Ce qui est différent que d'aller chez des personnes, des communautés autochtones pour aller leur demander leurs pratiques. Maintenant, ce dont je ne me défais pas, c'est d'une méthodologie et d'une épistémologie autochtone, qui pour moi, ça peut être complètement mobilisé dans un travail occidental ou quoi, du moment où on visibilise et on donne du crédit aux personnes qui l'ont fait. Parce que je pense que l'épistémologie, enfin je sais pas, philosophique, en éthique... Enfin, dans l'éthique, même en éthique féministe, enfin bref, il y a des choses qui me manquaient, que j'ai vraiment découvert dans des textes en fait autochtones, et je suis pas du tout pour l'idée de dire en fait, comme toi t'es autochtone ou toi t'es noir, je peux pas parler de tes réalités, ça marche pas. Je pense qu'il faut juste créer des ponts, et du coup cette thèse c'est aussi un moyen de dire, on est plus ou moins tous là engagés dans des trucs avec les animaux, quel langage on pourrait avoir qui fasse la part belle à toutes vos manières de raconter et de dire, mais qui puisse quand même être visible en tant que travail universitaire. La question que j'aurai encore, c'est pourquoi j'en veux faire un travail universitaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là. Peut-être que j'abandonnerai un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me permet vraiment d'aller rencontrer des gens et d'avoir plein d'histoires. Et c'est ça qui est hyper cher, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. Et de fait, pour moi, autochtone, c'est décolonial. Du coup, ces deux mots, pour moi, ils sont... Voilà. Donc... Oui, carrément. Oui. Mais en tout cas, Margaret Robinson, si je peux déjà dire, ça s'écrit vraiment comme ça se prononce. C'est une personne autochtone de la communauté Micmac, donc qui était la communauté que je voulais, avec laquelle je voulais travailler à la base, mais avec qui je le suis d'une certaine manière encore, quoi. Qui a écrit vraiment des textes qui s'appellent, et véganisme autochtone, je crois. Enfin, c'est vraiment, c'est les termes qu'elle emploie, quoi. Et il y a d'autres personnes aussi, enfin voilà. Mais c'est tout en anglais, par contre. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. À la fin, tu parlais de des solutions qui existent déjà plutôt que d'en inventer des nouvelles. Tu pourrais en donner quelques exemples? Je vais peut-être juste répéter la question. Donc, c'était des solutions, donner des exemples de solutions. Moi, je parlais plutôt comment dire. En fait, je trouve encore qu'on est un peu dans le oh là là, comment on va faire pour inventer des nouveaux termes, pour essayer de créer des nouvelles choses. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout, enfin c'est pas l'impression, je sais qu'on n'est pas du tout assez conscient et consciente de l'ampleur en fait du projet antispéciste décolonial qui existe. Et du coup, mon point c'était plutôt de dire, peut-être on doit s'arrêter, faire un travail d'écoute et de traduction. Enfin moi je pense que vraiment il y a un énorme travail de traduction à faire sur tous ces textes-là qui sont en espagnol, en anglais, etc., qui ne sont pas du tout accessibles pour nous. Et en fait, une fois qu'on aura fait ce travail-là et que ça aura un peu plus pénétré ces espaces comme aujourd'hui, on aura les outils en fait pour trouver, comment dire. Oh là là, c'est difficile. On aura des outils en fait pour juste parler d'antispécisme d'une manière différente de celle qu'on fait maintenant. Et de considérer que l'antispécisme décolonial, ça n'est pas une espèce de vague truc lointain comme c'est le cas aujourd'hui. Et je comprends que la plupart des gens considèrent que c'est ça parce qu'il y a pas, c'est très peu développé en fait. Mais si c'est très peu développé, c'est parce que les personnes sont très peu invitées et que c'est aussi des espaces qui sont pas du tout bienveillants en fait pour nous la plupart du temps. Du coup, tant qu'on n'aura pas travaillé ces questions, pour moi, on peut pas inventer, on peut pas se dire oh là là, mais ça marche pas, il faut qu'on invente des nouveaux termes. Il y a un truc d'écoute. Donc peut-être la solution pour moi, c'est l'écoute. C'est une super solution. Ça va prendre du temps, ça va être plutôt chiant, mais je pense qu'on a besoin de faire ça. Merci Myriam. Il y a une ressource en français que j'ai trouvé pas mal. Je crois que c'est la personne dont tu parlais tout à l'heure, la brésilienne anarchiste. Il me semble qu'elle s'appelle Sandra. Ouais, un entretien qui a été fait avec elle qui a été publié sur le site des éditions Capharnaüm. Donc c'est un entretien assez long en français et qui, je trouve, donne des pistes très intéressantes et très peu discutées dans les milieux francophones, comme tu disais. Et du coup, ça m'a fait penser que cette même personne a été interviewée pour un podcast pour les personnes qui n'aiment pas trop lire et qui s'appelle Avis de Tempête, qui est un super podcast, je crois, fait par un collectif écolo à Paris, I think. Et le podcast en lui-même s'appelle La patte de la vache. Les luttes antispécistes au Brésil, quelque chose comme ça. Mais si vous tapez la patte de la vache avec Avis de Tempête derrière, ça devrait sortir. Et c'est édifiant.
C'est super. Et elle est hyper... Enfin, ouais, je me reconnais beaucoup dans l'attitude de cette personne. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, on va pouvoir les poser et y répondre dans la deuxième partie de cette demi-journée qui est consacrée à une table ronde.